Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Femmes de Lumière où aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Faiza et nous allons donc parler de naturopathie et d'alimentation vivante. Comment fait-on aujourd'hui pour arriver à réellement se nourrir, apporter à notre corps tout ce dont il a besoin avec le maximum de nutriments, le maximum de vie pour avoir justement le plus de vitalité possible et sortir un petit peu du schéma de j'ai pas le temps, je sais pas faire, je rentre trop tard le soir et être dans cette notion de remplissage plutôt que de nutrition. Merci à toi, Faiza, d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Donc, bienvenue dans ton interview. Merci, bonjour à tous, merci à toi de m'accueillir et merci pour cette introduction. Alors, est-ce que justement, tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur qui tu es et comment tu manies tout ça aujourd'hui, comment tu as réussi justement à travers diverses formations à avoir aujourd'hui une approche vraiment globale et approfondie de l'alimentation? Bien sûr, absolument. Donc, je m'appelle Faiza, j'ai 40 ans. Je suis donc, depuis quelques années, devenue naturopathe après une reconversion professionnelle, hein. J'ai pendant plusieurs années, presque 15 ans, travaillé dans plusieurs grandes entreprises en tant que commerciale. Et puis, j'ai décidé à un moment de changer de vie, de changer de métier, après avoir effectué un tour du monde dans lequel j'ai appris énormément de choses autour de l'alimentation, puisque le thème de ce tour du monde, c'était de découvrir les cuisines du monde. Donc, dans chaque pays où j'allais, j'ai pris des cours de cuisine, j'ai découvert de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs, de nouvelles façons de manger, de nouvelles approches en fait de la nutrition. Donc, en revenant de ce tour du monde, j'ai ensuite rencontré une naturopathe fort connue qui s'appelle Irène Grosjean, qui elle est spécialisée dans l'alimentation vivante. Donc, l'alimentation vivante, c'est une alimentation qui n'a pas de cuisson. On peut la transformer par différents moyens. On peut, par exemple, utiliser des déshydrateurs, on peut utiliser des blenders, on peut transformer l'aliment, mais sans jamais le cuire. Pour toujours, l'idée, c'est de maintenir les nutriments de ces aliments et pouvoir en bénéficier lorsqu'on les mange, en fait, hein. Donc, suite à ce stage avec Irène Grosjean, j'ai ensuite enchaîné avec une école de naturopathie, Euronature, à Pantin, parce que je suis en région parisienne. Voilà, donc j'ai fait cette école. Et à l'issue de cette école, j'ai enchaîné d'autres formations parce que la naturopathie, il y a 3 grands piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'alimentation. Le deuxième pilier, c'est la gestion du psycho-émotionnel. Et le troisième pilier, c'est l'activité physique, globalement. On travaille vraiment autour de ces 3 piliers. Donc, c'est pourquoi j'ai enchaîné après la naturopathie une école de sophrologie là, pour travailler sur l'aspect plutôt psycho-émotionnel. Parce qu'en sophrologie, donc, on travaille beaucoup sur les émotions en utilisant la respiration, la contraction musculaire et la visualisation. Et en parallèle, j'ai aussi fait une école de yoga en Inde pour le troisième pilier, donc l'activité physique. Donc, je suis allée me former dans le Kerala, en Inde, où j'ai eu ma certification pour pouvoir enseigner le yoga. Voilà. Et puis, en ce moment, je continue encore les formations. Je fais un diplôme universitaire à Paris-Descartes avec le professeur Vincent Castronovo, où j'étudie la micronutrition, l'alimentation, la prévention et la santé. Parce que comme tu l'as dit très justement, l'alimentation, c'est vraiment, vraiment le plus important pour rester en bonne santé et faire de la prévention, prévenir des maladies. Voilà. Notre travail à nous, en fait, en tant que naturaux, en tant que praticiens holistiques, on travaille vraiment de façon globale sur le corps, c'est de faire en sorte que vous restiez en bonne santé. Voilà. Globalement, voilà la façon dont je suis devenue thérapeute holistique et spécifiquement naturopathe, avec une grosse spécialisation en alimentation et en nutrition. Alors moi, je trouve ça juste exceptionnel ton parcours. Moi, de toute façon, dès que tu m'as parlé de voyage, j'ai eu des étoiles dans les yeux. Je trouve ça absolument génial. Alors, tu vas nous en parler un peu plus justement de toute cette partie reconversion, mais de comment tu es passé justement d'un métier qui était voilà très conventionnel, très normalisé, très entre guillemets comme tout le monde, à tout lâcher pour suivre tes rêves, pour t'écouter toi, pour justement aller piocher un peu dans tous ces pays du monde que tu as traversés, qui sont illustrés d'ailleurs plus ou moins derrière toi. Et je te remercie pour cette déco, je trouve ça génial justement par rapport à ce qu'on évoque ensemble. Et comment, voilà, tu as réussi à piocher et puis à faire un petit peu ta sauce. Et c'est vrai que je trouve ça génial aussi, cette approche
holistique que tu as par rapport aux personnes. Alors, tu accompagnes principalement des femmes, mais pas que. Toi, tu es vraiment finalement, sur l'humain, sur l'approche du corps et c'est vrai qu'en alimentation et on le dit souvent d'ailleurs, qu'on mange ses émotions. Heu, Beaucoup de personnes et peut-être plus les femmes d'ailleurs sont peut-être touchées par ça, sur le fait d'avoir un rapport un peu conflictuel avec la nourriture et de pas forcément se demander, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien, quelles sont peut-être certaines propriétés, d'aliments. Alors bien sûr, les personnes qui sont allergiques déjà ça voilà, ça élimine une certaine partie des aliments, mais de voir un petit peu, bah, au-delà de ça, quelles sont les composantes, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce qui me fait du bien ou pas, comment je gère aussi, bah, l'intérieur de moi parce que beaucoup de personnes disent souvent, «J'ai mal au ventre, je me sens pas bien dans mon ventre» et cetera et comment ça se passe en fait cette relation entre, le psychique, l'émotionnel et puis comment ça se passe dans le corps finalement? Comment voilà, comment vraiment on est dans cette approche de nutrition et pas juste de remplissage. Qu'est-ce qui a fait toi, du coup, que tu as vraiment eu envie de t'intéresser à ça principalement et de aujourd'hui développer toute une approche, vraiment, globale et approfondie au niveau nutritionnel? Alors ça part, comme beaucoup, beaucoup de gens, de ma mère. Voilà, ça commence souvent comme ça. Ma mère aussi, moi. Alors d'abord ma mère parce que ma mère est, comme, beaucoup de femmes, du Maghreb, elle est diabétique. Elle a ce qu'on appelle un syndrome, métabolique avec, pas mal de pathologies et puis depuis très longtemps, d'aussi loin que je m'en souvienne, elle est polymédicamentée. Donc elle prend vraiment beaucoup de médicaments et moi, je crois en réaction à ça, j'ai jamais voulu prendre de médicaments. Donc j'ai toujours essayé de me soigner différemment soit en laissant passer la douleur, en me disant: «Ça va passer» et puis, maintenant que j'ai un peu plus de connaissances, de compétences en phyto, en alimentation, en plantes, je sais maintenant me soigner, en trouvant les produits qui me conviennent le mieux, hein. Voilà, donc ça part de là, de ma mère et aussi après, il y a une autre problématique qui était la mienne, c'est que j'ai toujours eu mal au ventre. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours mal au ventre. Dès que je mangeais quelque chose, j'avais mal au ventre, j'en souffrais en permanence et puis, bon, je trouve que c'était pas normal finalement, mais on vit avec et ça devient normal. Sauf qu'en discutant donc avec les gens que j'ai rencontrés, en lisant, en prenant conscience que c'était pas normal, du coup, j'ai mis en place un certain nombre de nouvelles règles d'hygiène de vie, hein, notamment alimentaires, mais pas que, parce que tu as tout à fait raison. Les émotions en fait, dans le ventre, on digère des aliments, mais on ne digère pas que des aliments, on digère aussi nos émotions. D'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié de vous dire que je suis aussi praticienne en Qigong Tsang, donc c'est un massage viscéral issu de la médecine traditionnelle chinoise où justement on travaille sur les organes du ventre. Et donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que notre corps il ne fait pas que digérer des aliments, il digère aussi des émotions, on a une approche différente, on a une façon de voir différente. Et nous, notre métier de thérapeute, c'est ça, c'est d'accompagner les gens de façon très personnalisée, parce qu'on a tous une histoire différente, on a tous des émotions différentes, on a vécu des événements différents. Et donc, notre travail à nous, c'est vraiment de personnaliser l'accompagnement. Donc, le fait d'avoir ces différentes compétences, ça me permet de mixer un peu, alors en fonction de mes accompagnements, par exemple en naturo, je vais accompagner quelqu'un en naturo, mais je vais quand même forcément lui proposer des exercices de respiration ou de la méditation. Voilà, je vais vraiment l'accompagner de façon spécifique. Pareil, si quelqu'un vient me voir en sophro, je vais aussi très souvent lui proposer des conseils alimentaires, lui proposer des micronutriments, par exemple. Très régulièrement, je conseille du magnésium. C'est vraiment le nutriment de base quand on est un peu stressé, fatigué, pas bien. Voilà. On est tous carencés en magnésium parce que notre alimentation moderne est elle-même carencée du fait des méthodes de production, de l'agriculture, du lessivage des sols, etc. En fait, on est d'une certaine façon on subit un peu toute cette malbouffe, hein, liée à l'agriculture moderne et à l'industrie agroalimentaire d'aujourd'hui. En fait, on souffre de ça, hein. Si on est malade aujourd'hui, si on n'est pas bien, si on est déséquilibré d'un point de vue physique, d'un point de vue du poids, même d'un point de vue émotionnel, c'est vraiment souvent dû à ce qu'on mange, parce qu'on est carencé. En fait, il nous manque des nutriments majeurs pour qu'on se sente bien équilibré sur tous les plans, en fait, hein. Le corps humain, c'est une machine qui, toute la journée, hein, même la nuit, le jour et la nuit, réalise des réactions chimiques. Et pour faire ces réactions chimiques, elle a besoin d'avoir un certain nombre de nutriments, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des glucides, des lipides, des protéines, etc. Voilà.
Donc, notre travail à nous, c'est vraiment de faire en sorte de rééquilibrer les personnes sur tous les plans, en commençant, comme tu l'as compris, par l'alimentation. Alors, je te remercie du coup d'avoir de partager tout ça. Je trouve ça vraiment génial. Qu'est-ce que ça t'a appris du coup de voyager comme ça? Et qu'est-ce que tu as pu apprendre dans les différentes façons de cuisiner, les différents aliments qui sont utilisés, et puis peut-être cette autre approche que peuvent avoir les personnes qui vivent ailleurs par rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que tu as retenu en fait de tous ces beaux voyages dans d'autres pays? Alors, c'est assez incroyable parce que vraiment, d'un pays à l'autre, on n'utilise pas du tout les mêmes ingrédients, on n'a pas le même rapport à l'alimentation. Tout est vraiment très différent. Bon, j'ai commencé par le bassin méditerranéen, par la Crète. Voilà, donc c'est une île formidable, hein. D'ailleurs, vous connaissez certainement les grands avantages du régime crétois, hein, qui est un régime qui permet justement de vivre longtemps. J'utilise beaucoup de légumes, des huiles d'olive, du poisson gras, des laits mais de brebis, et un peu de vin rouge. Voilà. Donc ils ont vraiment un régime alimentaire qui est assez exceptionnel, avec des produits très frais, très coloré, donc plein d'antioxydants, des polyphénols, notamment dans le vin, des laits de brebis de très bonne qualité, avec des brebis qui ont mangé l'herbe, voilà, qui ont vécu en extérieur, donc vraiment très très riche en bon gras. Voilà. Donc ça a été la première étape de mon voyage. Ensuite, j'ai continué un peu sur le bassin méditerranéen, et là, je suis allée au Liban. Et là, au Liban, on cuisine vraiment différemment, on utilise beaucoup plus de légumineuses, avec des épices un peu différentes. Donc, il y a beaucoup le houmous que vous connaissez certainement tous, donc à base de pois chiches, des galettes de blé très fines, avec des blés anciens. Ils utilisent aussi énormément d'herbes, donc beaucoup de thym, d'huile d'olive, des très bonnes matières grasses comme des olives, hein. Ils mangent beaucoup d'olives, hein, au Liban. Énormément de crudités également. Ils mangent aussi beaucoup de viande. Moi, je ne suis pas une grande consommatrice de viande. Ils ne mangent pas beaucoup de poissons, par exemple, au Liban. Mais voilà, j'ai découvert au Liban, c'est là que j'ai appris à faire des graines germées, par exemple. Les graines germées qui sont des bombes énergétiques, hein. J'ai pris des cours de cuisine avec une femme libanaise exceptionnelle, qui est très, très, très douée en cuisine et qui sait tout faire. Et donc, c'est elle qui m'a initiée aux graines germées. Elle avait un vieux germoir en terre cuite, qui était assez exceptionnel. Je n'avais jamais vu ça. J'étais waouh! Finalement, quand je suis rentrée, je les ai faites très, très facilement. Voilà, et puis ensuite, j'ai continué, je fais un gros jump. Non, je suis allée en Turquie. Bon, en Turquie, c'était un peu pareil qu'au Liban, hein, une gastronomie très gourmande en Turquie, donc on mange quand même pas mal de gâteaux aussi. Voilà, donc là, j'ai pris des cours de cuisine pour apprendre à faire des baklava, par exemple, hein, parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir dans la vie. On ne mange pas que des légumes, même si il faut en manger beaucoup. Et puis ensuite, j'ai fait un gros jump. Je suis allée au Japon. Alors là, le Japon, c'est absolument différent. Beaucoup, beaucoup de poissons, des poissons crus. On connaît tous les sushis. Bon, les sushis qu'on mange ici, c'est rien à voir avec les sushis japonais, hein. Il y a vraiment une diversité de poissons très, très frais. Puis ils ne mangent pas que du riz, hein. Il y a vraiment plein, plein d'autres légumes qu'on ne connaît pas ici. D'ailleurs, j'ai fait un blog, hein, je le partagerai avec vous, avec les recettes, différentes recettes que j'ai pu faire dans les différents pays. Donc, il y a beaucoup de choses en anglais. J'espère que ça va aller. Voilà, mais en tout cas, ça vous donnera des idées de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut faire dans ces différents pays, si vous souhaitez vous aussi prendre des cours de cuisine. Donc après le Japon, je suis allée en Corée du Sud, où là aussi, il y a une gastronomie très spéciale, avec un plat national qui s'appelle le bibimbap, c'est un peu difficile à prononcer. Donc c'est un plat avec plein de différents aliments, hein. Donc vous pouvez manger, ils mangent énormément de fruits de mer aussi là-bas, du poulpe, des huîtres, des moules. Voilà, c'est une île, hein. Donc ils sont entourés de mer. Euh, et puis ensuite, j'ai continué vers la Thaïlande. Voilà, la gastronomie thaï, moi, c'est une de mes préférées, très très riche, très très parfumée, savoureuse. Pareil, on y mange énormément d'aliments frais, mais aussi des aliments cuits. C'était extraordinaire, la Thaïlande. C'était probablement une de mes expériences culinaires préférées. Ils ont énormément aussi de fruits exotiques avec beaucoup de goût. Et puis, je suis allée aux Philippines ensuite. Alors, les Philippines, c'était un peu différent. J'étais un peu déçue pour le coup parce que
pour le coup, là-bas, il n'y avait pas vraiment de gastronomie. Ils mangent beaucoup, beaucoup de viande et de riz. Donc, c'était trop riche pour moi. Voilà, mais c'était intéressant voilà, de voir justement ces différences culturelles. J'ai aussi découvert que dans les pays, il n'y avait pas toujours une culture culinaire. Voilà. Puis ensuite, j'ai fini en Nouvelle-Zélande. Où aussi, là-bas, il n'y a pas beaucoup c'est des pays qui sont assez jeunes. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays jeune comme l'Australie. Et il y a vraiment de culture de la cuisine. Néanmoins, c'est une île où il y a énormément de végétaux qui poussent parce que c'est une île qui est très ensoleillée. Donc, des fruits et des légumes de très bonne qualité, très, très riches en minéraux, en nutriments. Voilà, donc après, là, j'ai fait ma propre tambouille à moi avec tout ce que j'avais appris en cuisinant moi-même. C'est vrai que là-bas, ils n'ont pas vraiment de plat national. En termes de culture culinaire, c'est encore des choses à développer. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans un pays en cuisine, n'hésitez pas, je crois qu'il y a de la place là-bas. Globalement, voilà, pour les grandes étapes de ce voyage qui a duré presque un an. Et qui m'a donc permis vraiment de découvrir des saveurs, des recettes, des épices, des herbes, et surtout de bien prendre conscience de cette variété d'aliments qui existent autour du monde, que nous, en France, on peut trouver aussi dans les différentes épiceries indiennes, asiatiques, chinoises. Vraiment, il y a vraiment moyen de trouver plein d'aliments différents pour apporter cette diversité, en fait, dont on a besoin globalement. Voilà. Oui, c'est génial, merci beaucoup. Pour le coup, ça me donnerait presque faim. Et c'est vrai que pour avoir voyagé un petit peu, je me suis rendu compte qu'en tant que Français, avec une vraie culture de la nourriture, de la gastronomie, on est un petit peu exigeant quand même. Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est pas qu'on comprend pas, mais on se confronte à d'autres cultures, à d'autres façons, voilà, d'autres approches de la nourriture, tout ça. Et moi, je sais que ça m'avait fait beaucoup rire plusieurs fois quand je suis rentrée dans des boulangeries dites françaises et de trouver un pain, une baguette qui n'en était pas vraiment une. Le pain, c'est un vrai problème à l'étranger. Ouais, c'est rigolo, voilà, de voir tout ça. Et puis, comme tu dis, d'être dans cette découverte de saveurs d'autres aliments, d'avoir cette curiosité et puis cette gourmandise. Alors, j'ai deux questions là qui me viennent tout de suite que j'aimerais te poser. La première, c'est quoi pour toi avoir une bonne alimentation? Et la deuxième, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui, justement, ont souvent mal au ventre, n'ont pas forcément cette curiosité ou peut-être que des fois ont été malades. Je sais que tout à l'heure, du coup, tu parlais des sushis. Moi, par exemple, j'ai l'impression de ne pas être configurée pour ça. C'est-à-dire que systématiquement, quand j'essaye la cuisine asiatique, je suis malade, mais tout le temps. Est-ce que du coup, toi, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé ou est-ce que peut-être tu as des clientes qui sont venues à toi avec des problématiques particulières? Voilà ce que je voulais te demander pour qu'on puisse développer le sujet. Alors, pour répondre à ta première question, une alimentation équilibrée, j'ai envie de dire que c'est une alimentation variée. Pour pouvoir bénéficier de toute la richesse de l'alimentation, il faut manger différents aliments. Donc, il faut manger des glucides, des protéines, des lipides. Il faut manger des végétaux, beaucoup de végétaux. Moi, je travaille en chrononutrition, en chronobiologie. Donc, en général, lorsque je reçois des clients et des clientes, j'essaye de leur expliquer l'intérêt de la chronobiologie et de le fait de manger selon les besoins physiologiques du corps. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire une alimentation variée et chronobiologique? C'est donc de manger d'abord de saison. L'idée, c'est vraiment de manger ce que la Terre nous donne au moment où elle nous le donne, parce que comme les saisons, nous aussi, on fonctionne au même rythme d'une certaine façon. Donc, notre corps a besoin de ce que la Terre propose. C'est hyper équilibré. Par exemple, l'été, on va avoir besoin de manger plutôt des légumes et des fruits riches en eau, et l'hiver, des légumes et des fruits qui vont nous apporter plus de glucides, plus de sucre, parce qu'il fait plus froid, etc. Donc, la nature est très bien faite. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de manger de saison, locale, parce que moins le produit aura voyagé, de meilleure qualité il sera en fait. Parce que le fait de les faire traîner à droite, à gauche, ils perdent aussi leurs minéraux, leurs nutriments. Donc l'idée, c'est d'aller essayer de trouver des circuits courts. S'il y a des AMAP autour de vous ou au marché du coin,
des vendeurs de légumes qui vendent leur propre production, vraiment, je vous invite à plutôt vous orienter vers ce type de réseau. Voilà. Puis ensuite, il faut tous les régimes alimentaires se respectent. Donc, je vais présenter les différents régimes. Donc, si vous mangez de tout, vous pouvez manger donc du poisson régulièrement. Moi, je conseille vraiment vivement de manger des petits poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, parce qu'ils sont très riches en oméga 3, en acides gras essentiels dont on a besoin et qu'on trouve très peu dans notre alimentation. Vous pouvez manger de la viande aussi, mais avec la viande, il faut quand même faire très attention. Il faut qu'elle soit de très bonne qualité. Idéalement bio, hein, parce que malheureusement, les animaux sont beaucoup traités pour pas qu'ils tombent malades, donc beaucoup d'antibiotiques, etc. Et c'est encore c'est notre corps qui doit s'occuper de les traiter. Voilà, donc, privilégier davantage les viandes blanches plutôt que les viandes rouges. Manger des œufs aussi, des œufs bio. Et je vous conseille vivement aussi de vous orienter vers le réseau bleu, blanc, cœur. C'est donc un réseau, les poules sont traitées de façon éthique et responsable, et où elles sont nourries avec des graines de lin, donc très riches en oméga 3. Alors, vraiment, j'insiste sur les oméga 3 parce qu'on est en grand déséquilibre avec les oméga 6. Ça crée de l'inflammation, l'oméga 6. Donc, vraiment, les petits poissons gras, les œufs oméga 3, c'est très important. Et puis, manger aussi des sources donc des glucides, mais alors plutôt des choses intéressantes comme les légumineuses, les céréales complètes. Et c'est limiter au maximum tout ce qui est raffiné, tout ce qui est transformé par l'industrie agroalimentaire, parce qu'on on a retiré, avec le raffinage, tous les nutriments minéraux de la céréale ou même du sucre. C'est pareil, le sucre, il vaut mieux prendre du sucre non raffiné, donc du sucre complet, du sucre de coco, ce genre de choses. Mon conseil, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous éloigner de tout ce qui est trop transformé, tout ce qui est trop raffiné. Restez sur des matières brutes, ce qui seront beaucoup plus intéressantes. Et même, j'irai un peu plus loin, essayez de vous focaliser sur tout ce que vous pourriez trouver dans la nature de façon brute. Donc, les végétaux, les céréales. Et si vous voulez faire des gâteaux, n'hésitez surtout pas à les faire vous-même. Bien sûr, de temps en temps, on peut se faire plaisir en achetant quelque chose dans le commerce, il n'y a pas de souci. Mais l'idée, c'est vraiment de garder une grosse partie de votre alimentation la plus saine possible et la moins transformée possible. Ça, c'est pour répondre à ta première question. La deuxième question, alors après, c'est très compliqué pour les maux de ventre parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure en début d'interview, on est tous différents. Et on est tous sensibles à des choses différentes. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir mal au ventre parce qu'ils ont une intolérance au gluten. Voilà, on ne parle pas forcément de la maladie cœliaque. Il y en a d'autres qui vont avoir une intolérance au lactose. Il y en a d'autres qui vont mal digérer les légumineuses et donc qui vont avoir des ballonnements et des gaz. Il y en a d'autres qui ne vont pas digérer certains aliments comme les œufs ou comme toi, le poisson cru. Voilà, donc on est très, très différents. Donc moi, mon conseil, c'est toujours pareil. Je donne systématiquement à mes consultants un agenda alimentaire sur plusieurs jours sur lesquels ils notent ce qu'ils ont mangé et les symptômes associés pour essayer justement de faire des liens entre les aliments et les symptômes. Ce qui se passe pour ensuite retirer certains aliments et en ajouter d'autres. Vraiment, l'idée, c'est ça. Donc, le mal de ventre, c'est très personnel et là encore, il faut passer du temps, poser des questions, faire une enquête. On appelle ça une anamnèse en consultation, pour bien comprendre l'origine du mal, en fait. Ça peut être aussi une dysbiose, ça peut être un SIBO, ça peut être le syndrome du côlon irritable. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de causes possibles et ça demande un peu de travail pour comprendre la cause. Donc, c'est pas si facile que ça de répondre à la question de comment soigner un mal de ventre. Non, mais je te remercie pour ça parce qu'effectivement, c'est peut-être juste prendre conscience que c'est pas normal de base d'avoir mal au ventre et que c'est complètement possible d'arriver justement à ajuster votre alimentation pour que vous vous sentiez simplement bien dans vous-même et que faire cette démarche pour le coup d'aller faire cette enquête auprès de personnes voilà, comme toi qui sont là pour ça, je trouve ça vraiment intéressant de voilà de pas être dans cette fatalité de bon tant pis j'ai mal au ventre je le fais avec et puis c'est pas grave, ça peut se passer autrement donc autant le faire. Je rebondis là-dessus, tu as tout à fait raison parce que on vit souvent en acceptant la douleur en se disant oh, ça va passer, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Avoir mal au ventre quand on mange ou même avoir mal au ventre sur un autre sujet quand on a ses règles, c'est pas des choses normales. Mais en tant que femme, souvent on a tendance à s'habituer à cette douleur et à la considérer comme faisant partie de nous. Mais non. Tu as raison de le souligner, c'est important de dire que non, c'est pas normal.
Prenez-vous en main. Vous avez le droit de vous sentir bien dans vous-même. Vous avez le droit d'être gourmand. Vous avez le droit de prendre plaisir. Je pense que c'est important de le souligner aussi, que se nourrir, c'est pas juste, voilà, nourrir son corps pour lui donner du carburant pour qu'il fonctionne bien. C'est aussi se nourrir soi dans cette notion de plaisir, de prendre plaisir de cuisiner, de prendre plaisir dans les saveurs. C'est vrai que tu nous parlais tout à l'heure de l'Inde, et c'est vrai que voilà, moi, quand je ferme les yeux, je vois toutes ces couleurs, toutes ces odeurs, toutes ces saveurs différentes. Enfin, c'est juste magique, quoi. C'est vraiment la fête des papilles, et je trouve que c'est important d'arriver à retrouver ça chez soi. Alors, je sais qu'on n'a pas tous beaucoup de temps pour cuisiner. Je sais que tout le monde n'a pas forcément une grande passion pour la cuisine, mais comme tu le disais, de essayer un maximum de faire les choses soi-même, plutôt que voilà, d'avoir de la nourriture qui soit très transformée. Alors, c'est pratique, soit, mais encore une fois, voilà, c'est des choix conscients, je pense qu'il faut faire, de comment je décide de m'alimenter, comment je décide de prendre soin de moi, et comment je décide de m'apporter le meilleur pour être en bonne santé, ou en tout cas en meilleure santé le plus longtemps possible. Je pense que c'est vraiment important. Je vais te poser une autre question aussi, parce que voilà, ça y est, on arrive tout doucement sur le mois de juin, sur les mois d'été, où on sait que particulièrement en tant que femme, eh ben, on commence à se regarder et à se dire que peut-être qu'il faudrait perdre un peu de poids, ou en tout cas qu'on a envie de se raffermir, voilà, de prendre davantage soin de soi, parce que on se dénude un petit peu avec nos vêtements d'été. Qu'est-ce que justement, toi, tu penses de tout ce qui est régime? Alors, les régimes qui vont être peut-être hyperprotéinés, hypocaloriques, ou tout ce qui va être un petit peu plus dans des courants alimentaires différents, comme le fait d'être végétarien ou le fait d'être végane. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, c'est deux aspects complètement différents. Alors, les régimes alimentaires qu'on voit dans les magazines, justement, juste avant l'été, d'un point de vue physiologique, c'est pas très très bien. C'est pas très bien parce que souvent, c'est des régimes qui sont carencés. On va demander aux femmes de plus manger ça, de plus manger ci, de plus manger ça. Mais le problème, comme je vous l'ai dit juste avant, ce qui est intéressant, c'est la variété. C'est vraiment la variété qui va créer l'équilibre. Si vous vous privez d'une catégorie d'aliments, eh ben, quand vous allez la remanger, parce qu'un jour vous allez la remanger, hein, eh ben, votre corps il va forcément réagir, et c'est souvent le problème des régimes yo-yo. On perd du poids et puis dès qu'on réintègre l'aliment ou la catégorie d'aliments qu'on a supprimé, ouf, on va regrossir, reprendre du poids. Donc l'idée, c'est toujours, c'est pour ça que je travaille en chrononutrition, parce que la chrononutrition, c'est un régime alimentaire qui s'appelle régime alimentaire, mais pas au sens de maigrir, c'est plutôt une façon de s'alimenter. Le problème du mot régime, c'est qu'il a été galvaudé et qu'aujourd'hui, il est associé à la perte de poids. Non, un régime alimentaire, c'est une façon de manger. Voilà, donc la chronobiologie respecte parfaitement bien les besoins du corps sans carence. Et le fait de manger en chronobiologie, donc selon les besoins du corps, on régule son poids. Ce qui est intéressant, c'est qu'on régule son poids lorsqu'on est en surpoids, mais aussi on régule son poids lorsqu'on est en sous-poids, parce qu'il y a aussi des femmes, figurez-vous, qui cherchent à prendre du poids. Il y en a. Voilà, donc la chrononutrition agit dans les deux sens. La chrono, je vais vous en parler rapidement parce que c'est vraiment un point très, 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 très intéressant. Donc, en chrononutrition, globalement, les grandes règles, le matin, on ne mange pas de sucre, on mange des protéines et plutôt du gras. Donc, on peut manger des œufs, du fromage, du jambon, un avocat écrasé. On peut manger de la purée d'amande, par exemple, avec un morceau de pain, si on le souhaite, de pain complet ou de pain au levain. Éviter la baguette et le pain de mie. À midi, on va se faire une belle assiette avec au moins 50% de végétaux, un quart de protéines, donc soit des protéines animales ou végétales selon son régime alimentaire, qu'on soit végétarien, vegan ou qu'on mange de tout, et 25% de glucides, donc plutôt complets ou semi-complets. On pourrait mettre des pâtes complètes, du quinoa, de l'amarante, du sorgho, du millet. On peut manger du sarrasin. Il y a vraiment plein de glucides différents de très très bonne qualité qu'on connaît peu ou pas. Hein. Il y a énormément de céréales africaines qui sont incroyables et sans gluten en plus. Donc, elles peuvent vraiment convenir à un très, très, très grand nombre de personnes. Hein. Vive l'Afrique pour ça. Voilà. Ensuite, le soir, on mange plutôt quelque chose, un repas plutôt léger parce qu'on a moins d'enzymes digestives le soir, donc plutôt des légumes cuits,
pas trop de cru parce que c'est plus difficile à digérer le soir. Si on veut manger une protéine faible, un œuf ou des sardines, hein, sardines macro hareng. Globalement, voilà, la chrononutrition, c'est un régime alimentaire très, très équilibré où toutes les catégories, toutes les familles d'aliments sont respectées. Et on régule son poids comme ça. Moi, il faut que je vous le dise quand même, en rentrant de voyage de mon tour du monde, j'avais pris 10 kilos parce que je m'étais vraiment fait plaisir pour le coup. Voilà, donc j'avais pris du poids et j'ai régulé ce poids grâce à la chrononutrition. J'ai perdu mon poids tranquillement sur un an, voilà, parce qu'il faut aussi laisser le temps au corps. Il ne faut pas être trop pressé. Voilà, le corps a besoin de temps pour se rééquilibrer. C'est très, très efficace la chrononutrition. C'est vrai que ça demande juste de changer un peu nos habitudes parce que en France, on a l'habitude de manger sucré au petit déjeuner. Mais si on fait un état des lieux dans le monde, justement, c'est intéressant d'avoir fait ce voyage, les gens ne mangent pas de sucre le matin, ils mangent plutôt des protéines, hein, si vous voulez, protéines animales ou protéines végétales. Hein. Une protéine végétale, par exemple, ça peut être l'association d'une céréale et d'une légumineuse. En Asie, ils vont manger beaucoup de riz avec des lentilles, ce genre de choses. Voilà. En Moyen-Orient, on va manger plutôt de la semoule avec des pois chiches. Voilà. Ça fait une protéine végétale. Globalement, voilà. Tu as raison de le souligner, c'est vrai que c'est très culturel. Et je sais que moi, c'est un truc avec lequel j'ai du mal à chaque fois que j'ai voyagé dans des pays anglo-saxons, tout ça, de les voir avec leurs saucisses, leur fromage, le bacon le matin, tout ça. Voilà, c'est pas une habitude avec laquelle je suis familière et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel je peux avoir un petit peu du mal. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui trouvent que de façon générale, voilà, de se prendre en main et d'adopter un régime alimentaire dans le sens rééquilibrer son alimentation, c'est trop contraignant? Alors, je sais que c'est pas facile parce que j'ai affaire régulièrement à des gens qui viennent me voir avec des pathologies. Hein. Des pathologies, par exemple, on va prendre un exemple qui me vient à l'esprit, une femme qui est en prédiabète avec une glycémie à 1,20 g, donc au-dessus des normes. Et donc, forcément, pour réduire sa glycémie, pour ne pas tomber dans un diabète, il faut qu'elle change son alimentation. Parce que la diabète, après, c'est une maladie chronique et qui est très compliquée à gérer une fois qu'elle est installée. Pour cette femme qui a une cinquantaine d'années et qui a toujours mangé des gâteaux, qui a toujours mangé beaucoup de pain, qui a toujours mangé des pâtes et des pommes de terre, pour elle, ça a été très difficile d'entendre qu'il fallait rajouter des légumes, qu'il fallait revoir son petit déjeuner, parce que son petit déjeuner, pour elle, c'était café au lait, pain, beurre, confiture, et c'était quelque chose d'hyper important pour elle, parce que c'était son moment plaisir, le moment où elle prenait son petit déj sans ses enfants, c'était vraiment son petit moment à elle, quoi. Oui, mais malheureusement, parfois, alors moi, j'accompagne toujours les gens de façon très progressive en leur disant qu'il faut doucement leur commencer un jour par semaine à changer de petit-déj, puis 2 jours par semaine. Voilà. L'idée, c'est de ne pas créer de trauma parce que le stress qui est créé par les changements, c'est peut-être encore pire que l'habitude elle-même. Tu vois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens avec beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute. Et on est là pour ça, en fait. Hein. C'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus, dans nos accompagnements, c'est des accompagnements, c'est pas du one shot. C'est pour ça qu'on voit les gens, faut qu'on voit les gens régulièrement, parce que sinon ils lâchent l'affaire ou ils culpabilisent parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre telle chose en place, donc ils n'osent pas vous le dire, donc ils ne reviennent pas. Voilà. L'idée, c'est pas de vous culpabiliser, c'est vraiment nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à changer les choses pour que vous alliez mieux, en fait. Hein. Il n'y a absolument pas de jugement. Hein, vraiment, on ne juge pas. Ça, c'est très important et on n'est pas là pour discuter les gens ou leur faire mal. On est vraiment là pour leur donner des outils, des informations et des conseils qu'ils pourront mettre en place à leur rythme. J'ai aussi des gens, contrairement à ça, je travaille quand même pas mal sur l'acné aussi, il y a des jeunes femmes qui ont de l'acné. Bon, qui sont radicales, c'est-à-dire vous leur dites qu'il faut faire ça, elles mettent ça en place le lendemain sans problème, voilà, elles sont à fond. Donc ça dépend des gens en fait. Encore une fois, c'est très personnel et et nous, on doit s'adapter aux gens qu'on a en face de nous, toujours dans le respect, l'écoute, la bienveillance, de l'accompagnement. Quelle est la différence entre ton approche, donc qui est plutôt orientée naturo, et l'approche que va pouvoir avoir peut-être une diététicienne ou une nutritionniste?
Alors, nous, les naturaux, la plus grande différence avec les nutritionnistes, c'est que déjà, on prend les gens dans leur globalité. On ne travaille pas uniquement sur l'alimentation, on travaille aussi sur l'aspect psycho-émotionnel, on prend beaucoup en charge les émotions, on a beaucoup de discussions. J'essaye aussi, pour les personnes qui sont ouvertes à ça, de leur proposer des activités type journaling, donc de l'écriture, pour justement extérioriser les choses. Nous, on va travailler de façon plus globale et aussi notre approche à l'alimentation, elle est différente. On n'a pas forcément les mêmes règles de nutrition que le nutritionniste. Moi, je travaille beaucoup en micronutrition, donc j'ai suivi l'enseignement de médecins qui sont plus dans cette médecine nutritionnelle, donc ils ont une autre approche qui est plutôt très orientée comblement des carences. Voilà. Alors que les nutritionnistes, ils vont plutôt travailler sur du grammage, tant de grammes de pain, tant de grammes de ci, tant de grammes de ça. Nous, on va plutôt travailler sur, de toute façon, on va avoir une approche un peu différente, un peu plus globale, j'ai envie de dire. Voilà, on ne travaille pas de la même façon. Après, il y a des gens qui ont de très bons résultats avec du nutritionniste. Je ne crois pas qu'il y ait de meilleure approche que d'autres. Chacun, en fait, c'est en fonction de nous, de notre sensibilité aussi. Mais c'est vrai que nous, on travaille différemment. Je pense qu'on attire à nous les gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui ont besoin, qui recherchent ce que nous, on a à leur apporter. Donc, je ne me mets pas du tout en confrontation, entre guillemets, avec les nutritionnistes. On ne travaille juste pas de la même façon. Voilà. Oui, c'est important aussi de le souligner et d'aller vers les personnes qui vous parlent selon l'approche qui vous parle le plus, qui vous correspond, puisque vous avez envie de travailler peut-être plus particulièrement. Qu'est-ce qui a changé pour toi entre ta vie d'avant et la façon dont tu te nourris aujourd'hui, et puis peut-être le rapport à ton corps, tout ça? Comment ça a évolué pour toi? Alors, j'ai toujours mangé quand même beaucoup de légumes. Ça, c'est un truc, j'ai été élevée comme ça. Ma mère m'a toujours nourrie avec plein de légumes. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais quand même beaucoup, beaucoup plus attention à ce que je mets dans mon corps. Parce que j'ai aussi ce qu'on appelle mon propre patrimoine génétique qui n'est pas forcément extraordinaire, parce que je suis méditerranéenne, donc j'ai aussi les désavantages de la femme méditerranéenne, donc je fais quand même hyper attention à certaines choses, parce qu'on a tendance à prendre du poids un peu plus vite, pas toutes les femmes, mais bon, en tout cas moi c'est comme ça. Donc je fais quand même attention, je rééquilibre bien, quand je fais un excès, le lendemain je fais plus attention. J'intègre aussi dans mon hygiène de vie, par exemple, des soirs où je fais du jeûne intermittent, du jeûne séquentiel, ça dépend, on l'appelle de différentes façons. Donc, j'arrête de manger à 17 heures, par exemple, et je reprends que le lendemain à 9 heures pour justement rééquilibrer, reposer d'abord mon système digestif et rééquilibrer les apports alimentaires. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que dans le monde actuel moderne, on mange trop. On mange beaucoup trop par rapport à l'activité physique et aux dépenses énergétiques qu'on a. Avant, les gens travaillaient dehors, dans les champs, ils marchaient vraiment beaucoup plus. Aujourd'hui, on est souvent assis toute la journée derrière un bureau, on marche beaucoup moins, on a beaucoup moins d'activité physique, et pourtant on continue à manger autant. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'obésité et de problèmes métaboliques. Voilà. Donc, si on ne mange pas le soir, il ne va rien nous arriver. Au contraire, on laisse le temps à son corps pour se réparer. L'énergie qui n'est pas utilisée pour la digestion va être utilisée pour autre chose. Voilà, donc, des fois, faire du jeûne intermittent, c'est vraiment super efficace. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire dans ma vie pour rééquilibrer les mots. Je suis comme tout le monde. Il y a des moments où moi aussi, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà. Donc, je fais attention à ce que je mange après avoir fait un excès, par exemple. Alors, dans ta clientèle, tu as une grande majorité de femmes. Quelles sont en général leurs attentes? Voilà, pourquoi elles viennent te voir en général quand elles prennent une première consultation avec toi? Alors, en général, ça tourne quand même beaucoup, beaucoup autour du rééquilibrage alimentaire. Là, par exemple, j'ai eu récemment une femme qui voulait reprendre du poids. Plutôt, j'ai eu une femme qui était en chimiothérapie pour un cancer un peu grave, un cancer du pancréas. Elle n'arrivait plus à manger, en fait. Elle avait plus goût à rien, donc on s'est vu pour justement échanger sur les aliments, d'autres aliments, d'autres façons de manger, notamment sur des pathologies comme ça, du jus de légumes pour récupérer, parce qu'ils perdent beaucoup l'appétit quand ils sont en chimio, les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Donc l'idée, c'était vraiment c'est souvent du rééquilibrage alimentaire. J'ai aussi pas mal de problématiques sur la peau. Donc de l'acné, des problématiques de peau, beaucoup, qui peuvent être aussi liées la peau, c'est multifactoriel, trop de sucre, trop de gluten, une mauvaise détox des organes.
Voilà, globalement, c'est des sujets comme ça. Et puis des troubles digestifs régulièrement. Régulièrement, des troubles digestifs, des douleurs au ventre, ce qu'on appelle des colopathies fonctionnelles. Voilà. Et comme je pratique aussi le Qin et Tsang, en général, ça va ensemble, hein. Je touche beaucoup les ventres. Hein, forcément, les gens qui viennent me voir pour le ventre, je touche le ventre, la souplesse de l'intestin, du côlon. Voilà, on est beaucoup dans le toucher aussi, hein, quand on fait ce type d'accompagnement sur le ventre. Et puis, en sophro, beaucoup de gestion du stress. Globalement, c'est souvent de la gestion des émotions, soit de la colère, soit arriver à gérer une situation. Là, par exemple, j'ai reçu une femme enceinte qui a besoin de travailler sur la préparation à l'accouchement. Voilà, donc stress, rééquilibrage alimentaire, un peu de tout en fait, c'est assez varié finalement. J'ai pas encore choisi de me spécialiser complètement. Je ne sais pas si je le ferai finalement. Parce que j'adore travailler sur des sujets différents, parce que c'est jamais la même chose. On est toujours obligé d'aller chercher le plus d'infos, de comprendre les pathologies. Du coup, comme on personnalise énormément les accompagnements, ça nous demande vraiment un, comment dire, un travail personnel important qui, moi, me plaît beaucoup, en fait. J'aime bien cette approche, j'aime bien aller chercher, comprendre un peu plus à chaque fois, en fait. Voilà. Alors, ces derniers temps, on a été beaucoup chez nous, un peu par la force des choses, mais il y a aussi des personnes qui peuvent avoir des boulots très prenants ou travailler en horaire décalé, etc. Et pas forcément avoir toujours l'envie ou peut-être le courage de cuisiner voilà, quelque chose qui soit dans un certain respect des règles alimentaires au niveau équilibrage. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes-là et à tout le monde d'ailleurs de façon générale pour arriver à faire au mieux et pas forcément voilà, choisir la facilité du McDo en rentrant ou d'un plat tout prêt qu'on balance dans le micro-ondes. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement et aucune critique là-dedans. Chacun fait comme il peut et comme c'est OK pour soi. Mais voilà, juste pour une démarche un petit peu de revalorisation du bien manger, de la nourriture et vraiment, si vous avez envie de prendre davantage soin de vous, en tout cas à ce niveau-là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes-là? Alors, pour les personnes qui manquent de temps, hein, moi, je préconise plusieurs choses. Alors, il y a une activité qui peut être très sympa à faire en famille, hein, pour ceux qui ont des familles, hein, ou même pour les gens qui sont tout seuls. Ça s'appelle le batch cooking. Alors, c'est le fait de cuisiner en grande quantité. Par exemple, on s'accorde une demi-journée le dimanche après-midi et on cuisine différents plats qu'on met au congèle et puis qu'on peut utiliser de façon, dès qu'on en a besoin. Voilà, par exemple, vous pouvez cuisiner une grosse quantité de légumes sautés. Hein, voilà, vous les mettez au congélo et puis le soir, vous rentrez, vous décongelez juste votre barquette ou bain-marie, de préférence. Le micro-ondes est génial. Voilà, ça c'est la première étape. Le batch cooking, c'est hyper intéressant. Ensuite, autre chose, moi je conseille très régulièrement aux gens qui n'aiment pas cuisiner, parce qu'il y en a plein, et c'est pas grave, de s'acheter par exemple dans une enseigne qui vend des produits surgelés très connus, des produits, ils ont du bio et du non bio, vous les gardez au congélo et puis quand vous sortez, vous pouvez faire au wok, faire sauter des légumes ou faire, je sais pas, un poisson. En fait, l'idée c'est de pas être culpabilisé, c'est juste d'avoir des solutions saines le plus souvent possible. Et puis des fois, quand on n'a pas envie de manger des légumes ou de se faire un poisson, on peut aussi de temps en temps se faire juste plaisir et se faire livrer quelque chose, quoi, une pizza. Il n'y a pas de problème en fait. L'idée, c'est pas de se priver. Tu vois, l'idée, c'est que ton alimentation, elle soit équilibrée et saine. Quand tu fais un excès, prends juste conscience que le lendemain, il faudra que tu fasses un peu plus attention. C'est ça, en fait, la vie. L'équilibre alimentaire, il se fait sur 8 jours. Ça, c'est important de l'entendre aussi. Donc, donc si un jour ou deux, par exemple, c'est ton anniversaire, ou là, ça va être bientôt la saison des barbecues, tu fais un excès, ben, les jours d'après, tu fais plus attention. Voilà, l'idée, c'est ça, en fait, c'est de faire attention sur 8 jours. Cette règle est importante. Il y a une autre règle aussi que je donne beaucoup, c'est 20-80. 20% de cool et 80% de plutôt clean, en fait, globalement. Et puis aussi, dernière chose, des fois, on peut aussi choisir de ne pas manger.
Voilà, tu rentres le soir, tu sais pas quoi manger, rien, tu dis bon, je vais jeûner, hein, tant pis, je mangerai demain. Qui dordine, hein, comme on dit. Et ça encore, c'est une façon aussi de faire du jeûne intermittent non prévu, mais ça a toujours des bénéfices. Pour les gens qui ne connaissent pas, je vous invite vivement à essayer de temps en temps, surtout si vous avez des douleurs digestives, si vous avez de la fatigue postprandiale, donc après avoir mangé, essayez le jeûne intermittent et voyez comment vous vous sentez. Vous verrez que c'est assez incroyable. C'est dingue, en fait, ce truc, hein. Parce que votre corps, des fois, il a juste besoin de rien, de pas digérer, en fait, tout simplement. Je te remercie de partager ça et encore une fois, c'est vraiment, comme tu disais, de ne pas être dans cette culpabilité et de voir ce qui vous fait du bien en fait et de vous poser peut-être juste aussi des fois la question au-delà de ce que vous pensez devoir faire, mais de quoi vous avez envie. Et je trouve ça hyper important aussi de se reconnecter à ça parce qu'on a l'impression parfois que voilà, pour bien faire les choses, il faudrait devenir un lapin et manger de la salade tout le temps. Et si on mange des frites, ça y est, c'est la fin du monde. Vraiment, on a mal fait. Et puis, comme tu disais, on n'est pas tous obligés non plus d'être des top chefs et puis d'être des grands doués et passionnés de la cuisine. Et parfois, c'est OK, une pizza et des pâtes, et ben, c'est chouette aussi. Ça dépend toujours de ce que vous mettez dedans et comment c'est fait, etc. Mais je trouve ça intéressant, effectivement, de voilà, juste s'intéresser un petit peu aux règles alimentaires, surtout quand tu le disais, si vous avez des pathologies particulières, ou si vous vous rendez compte que vous avez simplement envie de vous nourrir plus sainement. Je pense que ça peut vraiment être intéressant, en tout cas, d'aller regarder tout ça. Ah ouais, puis il y a des tas d'aliments qu'on ne connaît pas et qui méritent d'être connus, vraiment, hein. C'est incroyable, hein. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ouais, et puis pourquoi pas, en fait, comme tu le disais, et je trouve ça vraiment génial aussi ce que tu partageais à ce niveau-là, des fois, il y a plein de personnes qui en ont marre de manger la même chose, avoir l'impression qu'il y a toujours cette, voilà, cette récurrence. Alors, il y en a qui ont acheté un outil, pour pas citer de marque, qui fait tout seul et où on met tous les aliments et puis on a une multitude de recettes. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une solution. Carrément, carrément. Moi, je le préconise souvent, ce super truc-là. Mais vous pouvez aussi avoir la curiosité, comme tu le partageais, de pourquoi pas découvrir une autre cuisine en fait. Pourquoi pas découvrir la cuisine d'un autre pays? Pourquoi pas mettre un peu de piment ou en tout cas changer de saveur par rapport aux cuisines du monde parce qu'il y a tellement une variété de richesses, de plein de choses. Donc pourquoi pas aller vous perdre dans une épicerie exotique et puis aller voir ce qui vous parle ou pourquoi pas prendre l'inspiration sur Internet. Je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment une richesse extraordinaire. Il y a des menus qui sont tout prêts. Vous pouvez même télécharger 4 semaines à l'avance si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour savoir ce que vous allez faire à manger à vos enfants le soir quand vous rentrez à 19h, qu'il faut s'occuper des devoirs, du bain et que les petits qui commencent à vous dire qu'ils meurent de faim et que tout devient très compliqué tout d'un coup. Donc voilà, comment vous pouvez mettre un peu de fun, mettre un peu de légèreté dans tout ce qui concerne les repas que ça devienne plus amusant plutôt qu'une obligation. Et puis de vous écouter, comme tu disais, de est-ce que j'ai envie de manger ou est-ce que j'ai faim? Et pour le coup, c'est vraiment pas pareil. De voir à quels horaires aussi vous correspondent, parce que c'est vrai qu'en France, on est très codé aussi à ce niveau-là. On mange à 7 heures le matin en général, entre midi et 2, et puis le soir entre 19 et 20 heures. Mais est-ce que vous avez faim à ce moment-là? Alors bien sûr, en fonction de votre travail, de comment votre organisation personnelle, euh, vous avez parfois certaines obligations, mais de revenir en fait, je pense aussi à votre écoute, à vraiment qu'est-ce que j'ai envie de manger, à ressentir la faim, vraiment faire la différence de cette faim hein, vitale, et puis le fait d'avoir besoin de se remplir émotionnellement, et de voilà, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger, qu'est-ce qui me ferait plaisir, et qu'est-ce qui vous nourrit en fait à différents niveaux, et pas simplement voilà, au niveau corporel. Et puis je pense que ça peut être une bonne solution aussi, alors c'est vrai que je pense particulièrement aux femmes, mais après tout pour tout le monde, de renouer avec soi au niveau de l'image que l'on a de soi, au niveau du fait de comment je me sens bien dans mon corps, comment je me réconcilie avec mon corps et comment voilà, je suis pas simplement en train de maigrir, de grossir, et cetera, mais comment j'arrive à trouver ce qu'on appelle un poids de forme dans lequel simplement je me sens bien.
et à être moins, pour le coup, dans peut-être, comme tu le disais, quelque chose de plus contraignant quand on va voir, des nutritionnistes ou des diététiciens où là, effectivement, il y a tout un tas de poids, il y a voilà, c'est plus contraignant, je trouve, à ce niveau-là. Donc merci d'avoir partagé tout ça pour le coup. Je sais que tu organises un événement d'ailleurs très féminin, prochainement. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus? Et puis quels conseils, de façon générale, tu pourrais donner aux femmes, pour simplement qu'elles se sentent bien avec elles-mêmes? Eh bien, moi, j'ai envie de dire aux femmes qu'elles s'aiment, qu'elles apprennent à s'aimer, hein, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à s'aimer parce qu'on ne rentre pas forcément dans les canons de beauté de notre époque, parce qu'on est trop ceci ou trop cela, ou pas assez comme ci ou pas assez comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est très, très difficile aujourd'hui de s'accepter tel qu'on est, parce qu'il y a des injonctions partout. Et le plus difficile, c'est ça. Alors moi, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer, c'est aimez-vous tel que vous êtes. Si vous avez envie, vous, de prendre du poids ou de perdre du poids ou de ci ou de ça, c'est vous qui décidez en fait, hein. Vous laissez, essayez de ne pas vous laisser trop manipuler par ce qu'on entend, ce qu'on voit. Déjà, ce qu'on voit, c'est souvent très fortement transformé. C'est jamais vraiment la vérité, hein. Plein de filtres dans tous les sens. Voilà, donc la réalité, c'est pas forcément ce qu'on voit à travers dans les réseaux sociaux, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer aux femmes, et surtout, prenez soin de vous. Accordez-vous cette importance. Si vous avez besoin de vous accorder du temps, si vous avez besoin de faire un moment pour faire du sport, si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un pour vous aider, faites-le. Et souvent, on va trouver des excuses. J'ai pas le temps, mes enfants, mon mari, mon machin. Il y aura toujours une excuse pour ne pas faire les choses. Alors, je vous invite vraiment à trouver justement une raison pour les faire. Si vous avez besoin au fond de vous, si vous sentez l'envie de le faire, faites-le. Ne remettez pas ça à demain, en fait. Voilà. Prendre soin de soi, ça commence maintenant. Et prendre soin de sa santé aussi, en fait, hein. Ce que vous allez mettre en place maintenant, ça va vous servir plus tard. Et aussi, en fait, ce qui est très important pour les mamans, parce qu'on n'est pas toutes mamans, moi je ne suis pas maman, mais je pense aux mamans, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, tout ce que vous allez mettre en place de bien dans votre vie, vos enfants, ils vont s'en servir parce qu'ils font du mimétisme, hein. Moi, c'est ma mère qui m'a appris plein de choses, voilà, et on est tous comme ça, en fait, hein. On reproduit les schémas de nos parents, de nos mères, de nos pères, etc. Voilà, tout ce que vous mettez en place, finalement, c'est du bénéfice pour les générations suivantes. Si vous mangez mieux, vos enfants mangeront mieux. Et tout ce qu'ils accumulent aujourd'hui comme information et comme bonne santé, c'est du plus pour plus tard. Donc vraiment, les femmes, on a d'une certaine façon cette responsabilité par rapport à nos enfants, c'est de leur transmettre tout ça, en fait. Et encore une fois, je répète, tout ce que vous mettez en place, c'est du bénéfice pour vous, mais aussi pour eux. Voilà, donc c'est un message que j'ai envie de faire passer parce qu'on a toujours tendance, nous les femmes, à dire qu'on n'a pas le temps, qu'on a trop de travail, la charge mentale, c'est vrai. Eh ben, dégagez-vous du temps. Vous êtes une priorité absolue pour vous, pour vos familles. Voilà. Et donc, aussi, tu as raison, petit plus sur le séjour que j'organise avec ma collègue Jade. Sur la semaine du 10 au 17 juillet environ, on organise un séjour pour les femmes qui s'appelle En harmonie avec mon utérus, où justement, on va accompagner des femmes qui ont des problématiques de cycle ou pas. On va travailler beaucoup sur l'alimentation. On va aussi mettre en place des activités telles que du yoga, de la sophrologie, des activités manuelles. Des ateliers spécifiques en phyto, en naturo, on va faire de l'automassage en Chin Tsang, etc. Voilà, donc on ajoutera le lien en bas de la vidéo pour celles que ça intéresse. Vous aurez tous les détails, les dates, le séjour, le tarif, etc. Et n'hésitez pas à me contacter, hein, bien sûr, il y aura mon numéro de téléphone dans le flyer. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis absolument à votre disposition. Super, merci pour ça, parce qu'effectivement, je trouve ça super intéressant de s'occuper de sa féminité aussi un petit peu différemment et d'avoir cette approche holistique, cette approche multiple. Je suis sûre que ça parlera à beaucoup de personnes. Comment on fait du coup, Faiza, si on veut prendre rendez-vous avec toi, on veut voir un petit peu avec toi comment on peut améliorer notre alimentation, comment on peut améliorer notre bien-être tout court. Comment on fait pour te contacter aujourd'hui? Alors, je suis sur Doctolib, donc je fais des rendez-vous en physique, mais aussi en visio, hein, comme aujourd'hui. Donc, mon prénom, c'est Faiza, F-A-I-Z-A, et mon prénom Soumar, S-O-U-2-M-A-R, donc sur Doctolib. Ou bien, je suis aussi, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur Instagram, et j'ai un site internet, mais je mettrai tous les liens, je t'enverrai tous les liens à mettre sous la vidéo. Comme ça, les gens pourront me contacter s'ils le désirent. Voilà, je serai à leur disposition.
Bah, merci beaucoup de nous avoir fait voyager, du coup, tout au long de cette interview avec toutes ces saveurs, tous ces super conseils que tu as donnés. Je pense que c'est vraiment important. J'espère en tout cas que ça vous parlera, que ça vous donnera envie d'avoir un autre regard peut-être sur l'alimentation, de vous reprendre en main de façon différente et puis surtout voilà, de laisser tomber un peu tous les clichés comme quoi avoir une alimentation équilibrée, c'est forcément pénible, barbant, que c'est fade, que ça donne pas envie et que ça prend beaucoup de temps. Parce que au contraire, ça peut être tellement plus plaisant, tellement plus fluide et tellement plus goûteux aussi d'arriver à, voilà, à découvrir les choses autrement. Un grand merci à toi, Faïza, pour Merci cette à toi. belle rencontre, pour ces beaux partages. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir découvert des choses aussi. Donc, merci vraiment à toi pour tout ça. Je vous souhaite une magnifique journée à tous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Belle journée.